À l'aube du processus de planification, il est d'usage de revisiter sa stratégie de consolidation, qu'elle soit complémentaire, qu'elle soit de retournement en cas de difficulté. Il y a au moins autant de stratégies et de façons de la conduire que d'entreprises ou de secteurs d'activité, voire de dirigeants. Néanmoins, les réflexions qui sont menées pré-planification s'appuient sur, selon moi, des étapes fondamentales qu'il convient de dérouler de manière extrêmement fine et extrêmement professionnelle. Alors pourquoi revisite-t-on sa stratégie? Pour éviter l'endormissement, notamment dans les entreprises qui se portent bien et qui ont parfois oublié les raisons pour lesquelles elles se portaient bien. Anticiper des retournements de marché, un nouveau concurrent. Anticiper des sorties de niche, qui sont des exercices qui sont parfois très compliqués pour les entreprises. Et enfin, et surtout, anticiper et prendre en compte les demandes de plus en plus volatiles de nos clients et de nos consommateurs. Avant de passer à l'étape numéro 1, je voulais insister sur un point qui pour moi est essentiel, c'est embarquer un maximum d'acteurs clés dans l'entreprise. Et notamment celles et ceux qui auront la lourde responsabilité de déployer sa stratégie. Vous augmenterez de manière significative l'adhésion de vos collaborateurs et votre stratégie se retrouvera de plus en plus payante. Cette étape est primordiale. Elle permet et elle consiste en affiner la connaissance que le dirigeant a sur son marché, sa part de marché, la taille du marché, les acteurs, les forces en présence, quels sont les concurrents avec lesquels nous avons et nous sommes en confrontation directe, extrêmement important. Quels sont les canaux porteurs, notamment ceux qui effectivement ont un potentiel important, qu'ils soient offline ou online. Les codes de distribution. Évidemment, nous ne commercialisons pas de la même façon dans une pharmacie, une parapharmacie, en GMS ou dans le sélectif. Il est donc très important de s'attacher à la parfaite connaissance des codes de la distribution. Je prends l'exemple de la GMS, ils ont leur propre code de distribution, ils leur sont propres, il est très important de passer du temps et de s'assurer que l'organisation de l'entreprise, le portefeuille de services ou de produits de l'entreprise puisse fitter avec, correspondre avec les codes de distribution sur lesquels nos produits ou nos services sont distribués. Les tendances lourdes, ce que j'appelle les méga-trends. N'hésitez pas, de manière régulière, à balayer les tendances, soit de consommation, soit sociétales. Essayez de faire un trait d'union entre votre activité, votre portefeuille, votre offre de services et ces grandes tendances sociétales. Je vais vous donner un exemple. Le réchauffement climatique est une vraie préoccupation aujourd'hui. Nous traversons des canicules qui sont de plus en plus difficiles pour un certain nombre de gens. Pourquoi ne pas imaginer de concevoir, de fabriquer, de distribuer une crème apaisante et ainsi contribuer au bien-être de chacun. Voilà, essayez toujours de bien balayer toutes les tendances parce qu'elles peuvent vous aider effectivement à supporter et à compléter votre plan d'innovation. De manière très traditionnelle, nous balayons les menaces, les opportunités évidemment et le cadre réglementaire. Pour ce, j'incite toujours les organisations et j'ai pour habitude de créer dans les organisations que j'ai dirigées des veilles. Ces veilles peuvent avoir un périmètre local, national, voire international. Même si l'entreprise ne commercialise pas à l'étranger, il est important de vérifier qu'une tendance émergente d'un pays étranger ne vienne pas effectivement influer le business sur lequel vous opérez. C'est extrêmement important. Ne pas hésiter à vous nourrir du terrain. Alors effectivement, nous avons des ambassadeurs qui, tous les jours que Dieu fait, sont au contact de nos distributeurs, au contact de nos consommateurs, mais il est vraiment très important d'aller au contact du terrain. Je préconise les visites de points de vente, ce qu'on appelle plus communément le store checking. Ces visites dans les points de vente vont vous permettre de valider votre merchandising, de vous assurer que les assortiments recommandés, voire obligatoires, sont bien implantés, de vous imprégner de la façon dont les gens conseillent vos produits, sont-ils suffisamment formés, puis ça permet de valider votre positionnement en prix, votre positionnement tarifaire en faisant quelques relevés de prix. Donc n'hésitez pas effectivement à occuper le terrain et notamment vous nourrir de ce qui se passe dans les points de vente. Alors pour pouvoir
préparer et contribuer activement à cette étape numéro 1 qui est primordiale, qui est l'analyse externe. Certes, c'est très onéreux, mais n'hésitez pas à acheter des datas, n'hésitez pas à acheter de l'information, n'hésitez pas à acheter des études. Les marchés se retournent et vont très vite. Et donc il est important d'avoir de l'information fiable et de l'information fraîche. Une étape qui est peut-être l'étape la plus compliquée et la plus délicate au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle fait appel à une véritable introspection et peu de dirigeants, peu de managers, peu de collaborateurs sont enclins à. De l'introspection sur quoi ? S'interroger sur son offre de service, s'interroger sur ses produits, s'interroger sur la qualité de ses produits et la qualité d'une manière générale dans l'organisation, sa façon de concevoir, sa capacité d'innovation, sa façon de promouvoir, sa façon de communiquer et surtout son degré d'agilité. Je conseille toujours de mesurer son degré d'agilité. Je l'ai dit en préambule, les demandes et les attentes de nos consommateurs sont extrêmement volatiles. Ils ont besoin d'être surpris, et souvent. Donc votre degré d'agilité, votre capacité à réagir et à proposer un nouveau produit sur le marché est extrêmement importante. Donc passez du temps avec des exemples concrets en interne. Nous avons eu telle difficulté, comment l'avons-nous géré et dans quel laps de temps. Degré d'agilité. Pour moi, c'est un vrai levier de performance. Quelles sont les croyances dans l'entreprise ? Avons-nous réellement un USP ? Nous le pensons. Est-il vraiment différenciant ? Est-il ruptant ? Ce sont des questions auxquelles vous allez devoir répondre avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'honnêteté, et ce n'est pas toujours simple de s'autocritiquer. Disposons-nous suffisamment d'expertise dans l'entreprise, ce que j'appelle le BI ou le Business Intelligence. Avons-nous dans nos équipes des gens qui ont cette faculté de penser un peu en dehors des clous, out of the box. C'est vraiment important pour moi, des gens qui sont un peu l'épée dans les reins en matière de réflexion et notamment en matière de réflexion stratégique. Le bien-être est-il présent dans l'entreprise ? La bienveillance est-elle présente dans l'entreprise ? La qualité du management est-elle au rendez-vous ? Des questions que vous devez vous poser de manière à vous assurer que l'entreprise est dans une situation optimale et qu'elle va répondre de manière professionnelle et efficace à la stratégie à laquelle elle croit et la stratégie qu'elle a adoptée. Donc autant de points qui sont importants de balayer régulièrement avec vos équipes, avec un public le plus large possible. Alors comment anime-t-on l'analyse interne ? Comment la prépare-t-on ? C'est une étape qui doit se dérouler, j'ai envie de dire, tout au long de l'année. J'ai pour habitude, à titre d'exemple, dans mes organisations, de créer des comités de direction miroirs. Qu'est-ce qu'un comité de direction miroir ? C'est un petit comité de direction qui cohabite à côté du comité de direction de l'entreprise ou de son comité exécutif, composé de jeunes pousses, d'alternants, d'apprentis, de jeunes recrues, à qui je conseille souvent de leur octroyer un petit budget de fonctionnement. Ça leur permet de se déplacer, de faire des petites études, de voyager, et vous leur demandez, de manière constructive évidemment, de commenter, de critiquer, d'étayer, d'enrichir toutes les décisions qui sont prises par le comité de direction de l'entreprise. Et vous serez surpris de constater que très souvent, ils ont des idées brillantes et surprenantes. Ils n'ont pas les complexes que peuvent avoir les comités de direction très conventionnels. Donc c'est un moyen d'impliquer les jeunes dans l'entreprise, les nouvelles générations, et d'avoir cet électron sans barrière, sans frontières, qui peut effectivement vous challenger et vous apporter des idées parfois et souvent très brillantes. Libérer la parole au sein de l'entreprise. Dans l'analyse interne, c'est vraiment important de libérer la parole. Moi, j'adore le concept du mur des idées. Essayez de trouver un endroit sympathique dans votre organisation, un endroit où il y a pas mal de passages plutôt cool, et invitez vos collaborateurs à poster une remarque, une suggestion, un axe d'amélioration, une question. C'est très important parce que vous allez recueillir énormément de matières premières, et dans le cadre de cette étape numéro 2 d'analyse interne, c'est très important de recueillir un certain nombre de choses. Il y a un sujet qui est très important, qui est très à la mode, qu'on appelle l'engagement.
Donc beaucoup de dirigeants aujourd'hui s'interrogent sur le taux d'engagement de leurs salariés. Et ils font appel à des sociétés spécialisées. Il y en a une sur le marché qu'on connaît tous, je ne veux pas la citer, mais qui est leader sur son marché et qui a interrogé des millions de collaborateurs en France et à l'international. Vous serez très surpris de constater que ce taux est parfois très faible. Mais ne retenez pas le chiffre, retenez l'action, le plan d'action que vous allez mettre en œuvre pour répondre aux craintes, aux interrogations et aux besoins de vos collaborateurs. C'est vraiment très important. Sur des cycles qui peuvent s'échelonner tous les 3 ans, ces enquêtes sont importantes. Vous allez mettre en place des plans d'action pour prendre en compte la communication interne, la visibilité, la transparence, la reconnaissance au travail, c'est extrêmement important. Est-ce que vos managers sont formés à la reconnaissance? Font-ils des feedbacks réguliers à leurs collaborateurs sur leur action? Je pense qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre d'entendre qu'on fait plutôt bien notre travail. Donc c'est un outil important, la mesure de l'engagement, et c'est un outil qui peut vous aider et franchement faciliter cette étape numéro 2 de l'analyse interne. Je préconise toujours de poser les premiers jalons chiffrés des décisions ou des orientations nouvelles que vous avez prises et qui sont le fruit de l'étape numéro 1 et de l'étape numéro 2. Alors comment prépare-t-on ces premiers objectifs chiffrés, ce que j'appelle les must-win, la pré-planification? Pour chacune des décisions, pour chacune des orientations que vous envisagez, n'hésitez pas à faire un one-pager, un document simple dans lequel on va trouver toujours la même chose, pourquoi, où, comment et combien. Le niveau de chiffre d'affaires attendu, la marge escomptée, le payback, quand cette décision ou cette orientation trouvera son point mort et commencera à être rentable pour l'entreprise, quels sont les investissements, les capex à mettre en place, le plan marketing associé, le plan trade sur une page. Ça permet effectivement d'aller relativement vite et d'avoir une vision relativement fiable et tangible des décisions que vous allez confronter dans cette fameuse étape numéro 4.